aujourd'hui, donc pour cette dernière séance, nous avons le plaisir de recevoir trois intervenants qui vont nous faire deux exposés sur les questions de transition agroécologique. Voilà, donc d'abord Alison Locanto, qui est sociologue à l'IRAE, qui est affiliée au laboratoire de l'ULISIS, qui travaille notamment sur les transitions agroécologiques et qui est spécialisée sur les standards agricoles à l'origine. Et puis Éric Léonard et Philippe Lamine-Delville, j'ai dit tout le site en même temps parce que tous les deux sont directeurs de recherche à l'IRD, qui sont affiliés au laboratoire SENS à Montpellier. Voilà, et qui par ailleurs, donc Philippe Lamine-Delville est agroéconomiste à l'origine et aussi anthropologue, et Éric Léonard est géographe et économiste. D'abord économiste et après géographe, dans ce sens-là. Voilà, donc, et qui sont tous les deux spécialisés notamment sur les questions foncières, mais pas que. Donc sans plus tarder, je vais donner la parole, j'ai oublié, excusez-moi, donc la séance sera aussi discutée par moi-même et par Élise de Melenard, qui est anthropologue, qui travaille sur les questions d'institutionnalisation de l'agroécologie et qui est CNRS et qui est affiliée au centre Coiré. Voilà, donc sans plus tarder, je donne la parole à Alison. Merci beaucoup Emina, merci à tout le monde qui est là dans la salle et aussi au réseau qui sont là aujourd'hui pour m'écouter autour des recherches qui ont été conduites ces dernières années dans le cadre d'un projet d'ouvrage, dans le cadre de la préparation d'un ouvrage. Alors, ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est un peu un mélange entre un certain nombre des chapitres qui fait partie d'un livre qui est à paraître cette année avec l'éditeur de Sage et les études sur la sociologie internationale. Et nous avons démarré ce processus, un peu ce projet d'ouvrage en tant qu'en série de présentations et de partage des travaux à l'intérieur du comité de recherche sur la sociologie de l'agriculture et de l'alimentation qui existe au sein de l'Association internationale de sociologie. Et j'ai sélectionné pour présenter aujourd'hui pour pouvoir parler de ce concept un peu large de transition agri-food dans l'Anthropocène, en parlant un peu de l'introduction que nous avons fait à l'ouvrage pour introduire un peu le concept et les interactions avec ces études et ces concepts de transition avec l'Anthropocène. Et finalement, deux études de cas que j'ai écrites avec mon co-éditeur Douglas Constance, qui est un professeur à Sam Houston State University in Texas, et qui travaille depuis très longtemps sur les controverses dans le monde agricole et surtout sur les débats autour de l'intensification durable de l'agriculture. Alors, l'Anthropocène, je ne vais pas trop passer du temps là-dessus parce que c'est un peu le but de ce séminaire. Donc vous avez déjà écouté 4 séminaires autour de ces concepts. Mais l'importance pour nous et aussi pour les positions du travail que nous avons présenté avec cet ouvrage, c'est de traiter la question du fait que ce mot qui sort avec cette juste petite c'était un article assez court dans cette newsletter du Global Change en 2000 avec du parc Cruzen et après son co-auteur Chammer. Juste pour mettre le premier débat sur la scène en géologie et les autres sciences dures, qui s'est devenu, après l'annonce officielle de l'ère de l'Anthropocène, c'est devenu effectivement
un objet de débat et de recherche, surtout en anthropologie et dans l'histoire. En sociologie, nous venons d'arriver assez tard par rapport aux autres disciplines. Et c'est dans la sociologie environnementale, effectivement, qu'on commence à voir un peu des différents positionnements autour de comment traiter cette époque. Est-ce que ça doit changer comment nous voyons le monde et quels sont les différents langages et formes de connaissances et formes de savoir qu'il faut avoir pour pouvoir vivre et faire notre métier de sociologue dans ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors, vous savez bien sûr, vous connaissez très bien le travail de Christophe Berneuil, qui était un des premiers historiens avec Jean-Baptiste Frézeau, qui a travaillé sur cette question de l'anthropocène dans l'histoire. Et il y a aussi une série de différents mots qui sont sortis dans le temps, qui introduisent des différentes approches par rapport à comment on peut imaginer la façon de connaître le monde. Alors, j'étais en train d'introduire un certain nombre de ces mots qui sont utilisés, qui sont trouvés dans cette littérature, qui, là, je ne trouve pas non plus mon... Voilà, ok. Alors, le premier mot, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du noosphère. Ça, c'était le premier mot qui était proposé en 1924 pour expliquer ce rôle reconnaissable de la puissance cérébrale et des talents technologiques de l'humanité dans le façonnement de son propre avenir et environnement. Et ça, c'était effectivement utilisé dans le texte de Clausen pour effectivement déclarer que le fait que l'homme a pu faire un tel effet sur le monde, un effet géologique, démontre effectivement que les êtres humains sont puissants et ils ont ces cerveaux hyper importants qui peuvent tout changer. Et ça présente effectivement cette approche techno-optimiste et qui on retrouve plus tard aussi en sociologie sous l'égide de l'écomodernisme, le fait qu'il y a vraiment cette capacité de l'homme de dominer sur la nature, c'est l'approche moderne, et que même si nous nous trouvons dans un espace qui peut-être la planète ne peut pas continuer dans les conditions donc nous vivons maintenant, nous pouvons toujours trouver la solution technologique parce que nous sommes si intelligents que nous pouvons tout créer. Alors, il y a aussi parmi ces différents débats une idée de le bon, le mauvais et le vrai anthropocène. C'est-à-dire, le bon, c'est que les humains peuvent trouver un contrôle total sur la Terre. Ça, c'est un peu le premier concept. Le mauvais, c'est que c'est une catastrophe écologique, sociale, économique, mondiale, et on ne peut rien faire. C'est un peu fatalistique. Et finalement, il y a vraiment cette approche un peu vénale à l'ignorance, à l'agnotologie, en disant ça passe pas, c'est pas vrai, ça change rien, c'est juste ton époque, etc. Il y a finalement, en sortant des approches éco-marxistes, l'utilisation de l'introduction du mot capitalocène, qui se base sur le principe de Marx sur le métabolisme de la nature et explique que la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, c'est un effet de cette
contradiction, la deuxième contradiction de capitalisme, qui nous avons laissé trop un modèle capitaliste qui domine nos sociétés, et c'est pas la faute des êtres humains, puisque c'est la faute d'un autre modèle de société qui crée des inégalités et des exploitations à niveau mondial. Et en sortant de ça, il y a toujours ce concept de Wallerstein du système mondial qui nous permet de concevoir aussi dans un système global le centre et les périphériques et des zones qui sont surtout dans le langage le nord et le sud, qui créent des tensions et des exploitations grâce à ce système sociopolitique économique du capitalisme. En lien avec ça, il y a le Plantationocène, qui est très spécifiquement appliqué au modèle agricole, qui est issu de ces approches du Capitalocène et parle vraiment de l'organisation de nos terrains avec l'approche de plantation. C'est-à-dire, on va consolider tous les terrains, tous nos outils dans une approche moderniste, industrielle à la terre, qui effectivement recrée toutes les inégalités au niveau micro et aussi au macro de la planète entière. Et finalement, je saute pas. Voilà, je termine toute cette partie un peu de la présentation des travaux dans les autres disciplines avec le dernier livre c'est pas le dernier, mais c'est la dernière grande avancée de Donna Haraway, qui est le Thulucène, qui est un peu compliqué à prononcer, n'importe quelle langue, et qui dispute totalement cette proposition qui pose toujours vraiment, qui continue à répliquer, même avec les approches marxistes, qui continue à répliquer cette binaire cartésienne entre les hommes, les êtres humains et la nature, en disant que c'est vraiment absurde de continuer à utiliser cette approche pour comprendre comment vivre avec le monde dans lequel nous vivons maintenant, nous nous trouvons maintenant. Et il faut, c'est dans vraiment un grand histoire des approches féministes et aussi les approches vraiment dans les STS et les approches interactionnistes à la société, qui propose de prendre au sérieux cette idée qu'il faut adopter une ontologie relationnelle pour mieux comprendre comment les êtres humains vivent avec la nature qui est à la fois créée par nous et qui nous crée en tant que notre propre concept de nous-mêmes en tant qu'une espèce qui fait partie d'un écosystème. Et alors, je laisse un peu ça, cet paysage énorme, et je vais passer un peu plus spécifiquement à ce que je voulais traiter aujourd'hui avec les questions spécifiques au système agricole. Alors, en lien avec un peu des débats énormes dans les différentes disciplines qui à la fois présentent l'Anthropocène comme une époque qui est un peu pas réfutée, et en sciences sociales et humaines qui critiquent cette approche de l'Anthropocène même en tant qu'explication au minimum excuse parfois de comment nous existons. Il y a des travaux, surtout issus de l'IPPC, le GPEC, et aussi avec surtout l'émergence d'une communauté épistémique qui s'appelle les Earth System Sciences, qui commence à démontrer
que le changement que nous avons, qui marque vraiment l'époque actuelle, et vraiment le résultat d'une certaine façon de vivre dans le monde. Et de plus en plus, et surtout à partir de 2013, il y a une reconnaissance un peu de la faute de l'agriculture, et surtout sur les formes de l'élevage que nous avons adoptées dans ces systèmes de l'agriculture industrielle, qui a vraiment laissé l'empreinte importante sur comment la nature réagit et existe aujourd'hui. Je cite ici le livre de Alexandre Blanchette, qui est sur le système de l'élevage porcine aux États-Unis, qui a introduit son livre avec une vignette parlant d'un des indicateurs qui était utilisé pour les géologues pour marquer cet changement d'époque. Et cet indicateur était les carcasses, les œufs et des poulets, qui étaient remarquables pour deux raisons. Première raison, c'était parce que c'était vraiment en quantité inimaginable qui se reste dans l'histoire géologique, et que pendant cette période, on se retrouve avec les œufs qui sont à la fois plus gros, mais plus jeunes. C'est-à-dire, les animaux sont passés d'une vie de peut-être presque 3 ans jusqu'à 6 mois de vie, mais avec un poids, et je ne m'appelle pas exactement le quantité en plus, mais c'était un changement exponentiel de leur poids, c'est-à-dire ils sont grossis dans 3 mois au lieu de grossir à une vitesse plus lentement à hauteur de 3 ans. Donc, ça, c'était un des indicateurs qui est vraiment à indiquer aux géologues que nous retrouvons dans une autre époque. Et Blanchette fait le lien avec cette approche industrielle à l'agriculture. En sociologie, et comme je disais dans ce groupe, ce comité de recherche qui travaille sur la sociologie de l'agriculture et de l'alimentation, nous utilisons un mot qui s'appelle agri-food, qui est un peu un mot anglophone qui met ensemble une série de différentes sous-disciplines qui est issue de la sociologie rurale, la sociologie environnementale et les STS, les études des sciences, technologies et sociétés. Et on travaille beaucoup sur un peu les controverses, les questions de comment les discours, les institutions et les connaissances peuvent influencer la façon de faire de l'agriculture, de s'organiser dans le système agroalimentaire et aussi les relations avec la nature. Et de plus en plus, et on se retrouve à cette approche déjà depuis les premières études des années 80, qu'ils adoptent de plus en plus une approche relationnelle, une approche ontologique relationnelle qui essaie de trouver comment on peut mieux comprendre la construction d'un système agroalimentaire qui fait partie de la nature et qui modèle aussi la nature dans la façon dont nous construisons nos systèmes alimentaires. Et alors, beaucoup de ces travaux se focalisent sur ces tensions entre les différentes formes de connaissances qui sont prises en considération avec les modèles de l'agriculture et la façon dont l'environnement conditionne et crée des espaces pour différentes promesses dans ces espaces agricoles et alimentaires, et aussi les différentes formes d'interaction qu'on peut avoir
entre les acteurs, les formes de gouvernement qui sont mises en place et aussi voilà, la partie naturelle de ces acteurs réseau. On est vraiment beaucoup influencé aussi par, voilà, par la tour, par toutes ces approches interactionnistes. Et c'est à partir de cette littérature que nous posons la question que je vais utiliser pour encadrer les études de cas que je vais présenter aujourd'hui, qui nous permettent de poser la question de quelle notion de nature fait l'agriculture du présent et celle du futur. Et c'est souvent une question qu'on se pose quand on parle de transition. Parce qu'il y a dans le texte, je vais traiter un peu la question aussi des études de transition. Mais moi, je le prends dans cette présentation plutôt comme un contexte de changement dynamique et un peu qui est toujours là, qui est toujours en train de se faire, parce que les changements sont... C'est ça, effectivement, si on prend au sérieux la nature, c'est vraiment un écosystème dynamique dans lequel on travaille. Et je vais revenir sur ça à la fin. Alors, je vais présenter 2 études de cas aujourd'hui qui j'ai séparées dans 2 approches qui sont les approches dominantes pour organiser la production des connaissances pour les systèmes agroalimentaires à niveau international et dans les pays du Sud surtout, qui est la recherche publique à l'international et la recherche privée à l'international. Alors, je vais partir avec une étude de cas qui était faite avec mon collègue et surtout par mon collègue Doug Constance, qui suivent depuis très longtemps l'approche des systèmes CIJAR, qui est le Consultative Group on International Agricultural Research. Est-ce que vous connaissez déjà le système CIJAR? Une personne, je sais. Les autres? Oui, OK. Alors, cette carte-là démontre où on se retrouve, effectivement, tous ces différents centres de recherche. Et comme vous voyez, la majorité sont dans les pays du Sud. Et ils sont, je vais expliquer un peu plus un peu plus tard dans ma présentation comment ils sont organisés. Mais le point le plus important, c'est que, comme vous voyez là, il y a rice, il y a agroforestry, il y a livestock, il y a fish, c'est-à-dire ils sont organisés autour d'un système alimentaire ou une culture seule avec une approche qui se focalise sur la création des connaissances agricoles plutôt. Et il y a aussi des connaissances politiques à l'esprit à Washington et au CIAT, on peut parler un peu du CIAT plus tard, qui est pour les systèmes tropicaux agricoles et qui sont vraiment basés sur l'idée qu'on crée des connaissances dans les laboratoires autour d'un certain nombre de cultures spécifiques qui doivent après être diffusées auprès des producteurs du monde. Alors, le CIJAR a commencé, vraiment le primaire, c'était juste après la Deuxième Guerre mondiale, et qui a été créé avec un financement de Fondation Rockefeller. Et c'est issu effectivement des expérimentations qui étaient faites au Mexique en lien avec les universités américaines. Et les premières idées, c'était d'utiliser l'approche du Land Grant University, qui est le système américain qui a été créé pendant... c'était créé un peu avant
la Deuxième Guerre mondiale faisait partie du grand programme de Roosevelt pour rénover un peu les zones rurales des États-Unis. Et ils ont créé dans les universités, ils ont donné la terre dans différents États de l'État fédéral pour établir des universités basées spécifiquement et fondées sur les études de l'agriculture. Et c'était un concept de créer des énormes parcelles d'expérimentation qui avaient aussi un rôle de transfert de technologie envers les producteurs. Et ça, c'est effectivement le modèle qui était adopté par tous ces systèmes CIGER à la fin. Et avant la première création de mot CIGER, il y avait le premier système s'appelait ICAR, et le ICAR, c'était International Centers for Agricultural Research, qui était totalement financé par le Rockefeller, le gouvernement américain. Et ils ont commencé, le premier c'était au Mexique sur le maïs, le blé, les pommes de terre et les haricots. Et après, ils ont créé le riz qui est sur le riz. Et ça, c'est sorti initialement aux Philippines et en Indonésie après. Alors, toute cette histoire, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais ces premières périodes, c'était basé sur toujours cette mission de on va donner de la terre aux instituts de recherche qui peuvent faire des expérimentations qui, après, ont le devoir aussi de transférer les technologies développées aux producteurs qui doivent les adopter. Et les primaires, jusqu'à les années 80, ils ont passé vraiment sur une période de grande expansion parce que avec chaque bailleur de fonds, ils ont créé plus ou moins un nouveau institut autour d'une autre culture parce qu'il y avait un intérêt direct d'un bailleur qui voulait faire des recherches sur une culture à l'autre. Ils ont eu des crises dans les années 80 et 2000 où il y avait vraiment des problèmes de financement. Et c'est à ce moment-là que la Banque mondiale, qui a commencé après, ils sont devenus un bailleur majeur avec à l'intérieur du système, ils ont effectivement changé drastiquement leur façon de financer ces différents centres et de mettre en place aussi des projets un peu plus spécifiques autour du problème et vraiment pour résoudre ce problème de la sécurité alimentaire dans les pays du Sud. Depuis 2000, il y a encore des grands conflits et crises au sein de ces modèles parce que c'est devenu vraiment, comme j'ai démontré, plusieurs centres qui sont trop focalisés effectivement avec des approches très disciplinaires et on pourrait dire très micro autour des cultures spécifiques qui le prennent en compte parfois dans des systèmes agricoles, parfois dans leur écosystème, mais pas forcément. Et alors, il y a toute cette approche à la création de connaissances en laboratoire qui continue, qui persiste, mais qui ne répond pas aux exigences politiques de la sécurité alimentaire. Et dans les années, en 2009, le grand changement, c'était l'entrée du Bill et Melinda Gates Foundation comme un bailleur principal des centres. Et c'est en même temps que la siège du CIGER est sorti de la FAO et où il était hébergé. C'était un peu entre Washington et FAO pendant toute cette période. Finalement, il y avait un peu une crise aussi entre les pays membres et s'est déplacé à Montpellier, au sud de la France.
Et on se retrouve aussi, depuis ce moment-là, en léger changement du discours vers des différentes approches qui a du mal, effectivement, à changer cette démarche qui est très ancrée dans les institutions existantes. Juste pour donner une idée de quelle ampleur nous avons par rapport à ce système de recherche. Et comme je l'ai dit, le Banque mondiale, c'est vraiment le bailleur le plus important pour le CIJAR. Et après, il y a trois guichets pour du financement qui peuvent venir dans ce que s'appelle le Trust Fund, qui vient des autres bailleurs bilatéraux, qui sont surtout les pays membres, qui donnent du financement, qui sont fléchés parfois. Alors, le premier guichet, c'est sans restriction. Le deuxième, c'est sur un programme de recherche spécifique. Et le troisième, c'est sur des centres spécifiques. Et on peut voir en 2018, avec ce Trust Fund, sans restriction, c'est le moins important auprès des différents bailleurs. Et le financement, surtout pour les centres spécifiques qui sont toujours autour d'une culture plutôt qu'un système ou un écosystème. Et pour les programmes de recherche spécifiques, c'est plus en plus vraiment la partie substantielle de ce financement. Et on peut voir qu'effectivement, les grands bailleurs, c'est-à-dire le Gates Foundation, les États-Unis, qui sont les deux principaux financeurs de ces programmes de recherche, vont vraiment autour de centres qui continuent à renforcer cette approche disciplinaire aux cultures spécifiques. Ça, c'est un peu le paysage des différents bailleurs qui ont contribué. Et comme vous le voyez, ils sont vraiment les pays du Nord. Il y a l'Afrique du Sud qui est là, mais les autres sont assez du Nord. Alors, le budget total pour le système des centres CIJAR, c'était 4 milliards, 4,1 milliards en 2018, et ça c'est pour échéance un peu plus tard. Et je vais terminer un peu avec des petits exemples sur le type de portfolio et des projets qui sont là. Comme je l'ai dit, ils sont vraiment assez spécifiques au système agricole, aux cultures spécifiques qui organisent le point d'entrée et vraiment tous les programmes de recherche. Et il y a cette approche qui est un peu plus spécifique, qui était le guichet 2, qui avait eu du financement après les bailleurs, je crois que c'était Gates et Australie. Et là, on se retrouve vraiment sur des projets qui sont focalisés sur toujours les cropping systems, un peu d'expérimentation autour du système de légumineuses et maïs, et pour essayer de diversifier un peu les systèmes de production, mais qui reste toujours vraiment sur une approche basée sur des grandes cultures. Et je vais laisser clôturer cette étude de cas en parlant de ce qui vient qui est un peu le dernier vague de ce qui est en train de se développer en ce moment, à l'instar effectivement de la France, qui pousse beaucoup là-dessus. Et qui était, il y avait en 2019, je crois, une séminaire à Montpellier avec une déclaration pour l'agroécologie qui était faite par les scientifiques, surtout français,
avec les alliés un peu autour du monde, et qui essaie d'introduire une approche agroécologique au système CIJAR et toute cette approche qui reste jusqu'à présent vraiment au niveau du discours et des newsletters qui sont beaux, mais le changement dans le système, on ne trouve pas encore, c'est-à-dire il y a en discussion actuellement une réorganisation, encore une autre réorganisation du système CIJAR autour des différents food systems, c'est-à-dire qu'ils doivent réorganiser les centres, de les converger autour d'un concept du système agroalimentaire, mais c'est vraiment... c'est difficile, j'ai fait partie d'un certain nombre de ces discussions et il y a vraiment des blocages à plusieurs niveaux, pas seulement les blocages politiques et les blocages au niveau du financement, mais vraiment au niveau de la faisabilité des infrastructures, de toute la matérialité qui a été mise en place, qui est difficile à en sortir jusqu'à présent. Mais il y a l'intérêt. Le deuxième, et moi je vois que je suis à 30 minutes ici, mais je sais que ce n'est pas vrai. OK. OK. Alors, je vais continuer une autre 10 minutes juste pour terminer cette dernière cas. Et comme ça, on peut passer à la discussion. Alors, le deuxième, c'est la recherche privée à l'international. Alors, avec les discours qui circulent depuis vraiment la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais qui est plus en plus présent au niveau des politiques publiques internationales pour l'agriculture, qu'il faut nourrir ce monde de 9 milliards. Le secteur privé s'intéressait aussi. Ils sont pris en charge cette responsabilité. Voilà, nous sommes les acteurs qui peuvent nourrir le monde. Et on se retrouve ça dans tout ce qu'ils font. Et c'est important de faire attention à ça pour plusieurs raisons. Mais la raison la plus importante, à mon avis, c'est qu'ils financent deux fois la recherche dans le secteur agricole et de chimie, c'est-à-dire les entrants agricoles. Leur financement, le montant de leur financement en recherche et développement, c'est au moins deux fois des investissements publics, pas seulement des centres CIJAR, mais aussi dans les pays, c'est-à-dire les instituts de recherche IRAD, INRAE, CIRAD. Il n'y a rien à voir avec les investissements qui se font à un niveau du secteur privé. Moi, j'avais pris comme exemple ces trois entreprises, Nestlé, Syngenta, Unilever. J'avais fait des entretiens avec les différentes organisations en 2016-2017 pour mieux comprendre comment ils se prennent en charge cette responsabilité par rapport à cette question de comment nourrir le monde et pourquoi ils se pensent importants pour cette transition du système agroalimentaire. Et juste en parenthèse, il y avait un rapport qui était publié en 2016, qui était juste après, au pendant les conflits autour de Monsanto et les différentes consolidations qui ont eu lieu dans ce secteur des agro-entrants et qui mettent l'alerte, pas seulement sur le fait que la majeure partie du financement de recherche et développement dans le secteur agricole et agroalimentaire se fait par le secteur privé, mais il y a une consolidation du pouvoir avec des mergers entre
ces énormes entreprises. Alors, moi, je parle de Syngenta, mais aujourd'hui, Syngenta est juste une des entreprises qui est contrôlée par le ChemChina, Chinkem, qui est une énorme entreprise chimique chinoise qui a acheté plusieurs entreprises dans le secteur de la chimie depuis 2015, en fait. Alors, moi, j'ai commencé à travailler un peu sur comment ces entreprises se mettent en place des approches pour s'assurer que leur discours et leur recherche soient alignés. Et il y a pas mal de différents outils utilisés à l'intérieur de leurs entreprises qui sont très liés à le programme de la responsabilité sociale des entreprises. Ils ont commencé à créer des accords entre entreprises pour encore consolider leurs investissements autour de la recherche et l'innovation. Et je souligne ici, et je vais le souligner aussi un peu plus tard, qu'ils travaillent avec une approche qui n'est pas trop différente, effectivement, de l'approche de CIJA, c'est-à-dire une filière, une culture, le développement dans la filière avec souvent l'accompagnement de certification qui démontre à la fois qu'ils sont plus responsables et plus durables que la culture conventionnelle. Je vais passer un peu rapidement ici parce que le temps court et je vais laisser du temps à la discussion. Mais effectivement, il y a 3 concepts de comment ils prennent en charge cette idée de leur rôle dans cette transition. Les premières, c'est d'être à la norme réglementaire. Et ils arrivent à le vendre comme des responsabilités parce qu'ils sont au courant des normes et des réglementations qui sont pas encore actées, mais qui sont en développement parce qu'ils participent dans plusieurs comités d'experts, différents projets qu'ils développent avec différentes organisations et du partenariat pour avancer à la fois l'utilisation un certain nombre des certifications surtout. Par exemple, le Fair Labor Association, ils travaillent avec les différentes instances de la FAO, avec aussi des débats à niveau de la Commission européenne, etc. Et donc, ils sont très au courant de quelles sont les réglementations qui sont sur l'horizon et donc, à laquelle ils doivent se préparer afin d'avoir un avantage sur le marché pour l'avenir. Et nous avons fait une analyse effectivement de cette un peu comment toutes ces différentes activités que chaque organisation fait pour se trouver à l'intérieur de cette conformité aux réglementations, les investissements qui sont volontaires, qui portent un peu plus de réputation au niveau des marchés, et aussi leur façon de s'assurer que leur chaîne de valeur, leur filière, les producteurs depuis lesquels ils achètent le produit finaux peuvent rester compétitifs dans le long terme. Tout cela se fait partie aussi du business case qu'ils doivent faire pour vendre la durabilité. Et je passe rapidement. On peut, si vous avez des questions précises, je peux répondre après. Et finalement, ils font beaucoup de travail pour mettre en place à travers l'organisation totale ce discours de durabilité, de responsabilité. Et Unilever, c'est un peu mieux que les autres deux,
parce qu'ils font aussi des changements par rapport à qui travaille à l'intérieur de l'organisation et ils changent aussi des conditions de travail. Mais quand même, c'est vraiment beaucoup de travail sur un peu l'image avec des partenariats qui, à la fin, restent, si on regarde, il y a plein de choses qui sont vraiment sur les initiatives peut-être volontaires, mais qui servent toujours à le but final, qui est de continuer à vendre le produit dans l'avenir. Alors, pour terminer avec ouais. Et pour terminer, on se retrouve effectivement dans ces deux systèmes des inerties, effectivement, dans ces systèmes dominants qui arrivent à renforcer une ontologie qui est un peu cette première ontologie binaire de l'homme contre la nature et qui renforce cette idée que nous avons des solutions technologiques qui vont résoudre nos problèmes. Et on peut revendre, réempaqueter, réemballer la durabilité pour permettre effectivement une continuation de ces systèmes de domination. Ouais. SI. Ah bon, intensification durable. Sustainable intensification. Désolée. J'ai fait trop vite. Le SI et le TAC, c'est l'Advisory Committee, the Transnational Advisory Committee du CIJA. Et effectivement, cette proposition agroécologique et la responsabilité, ils sont des choses qui sont là très fortement du côté des entreprises. Les entreprises n'utilisent pas encore le mot agroécologie, ils utilisent plutôt le mot responsabilité. Mais ça reste encore à l'intérieur de cette concept de continuer à faire de la recherche et innovation autour d'un certain type de technologie qui va continuer des filières déjà établies afin de s'assurer leur propre existence dans l'avenir. Et donc, je pose un peu des questions pour les discussions, surtout parce que je n'ai pas du tout parlé d'une transition agroécologique dans ce que je viens de présenter. Et c'est un peu surprenant parce que ces organisations qui dominent effectivement dans le monde du financement de la recherche et l'innovation, ce n'est pas leur discours. Et alors, ça pose une vraie question par rapport aux inerties, aussi ces concepts de capitocène et plantationocène, sur qu'est-ce qu'on peut prétendre en fait. S'il faut adopter une approche relationnelle de nous concevoir dans la nature comme des êtres vivants dans une nature, et nous continuons à travailler, à produire des connaissances qui ne prennent pas en considération tout cela, je me pose vraiment la question comment on va transitionner. Et je vous remercie beaucoup. À nous seuls, donc on va garder en fait les discussions pour la fin, donc on va passer au deuxième voir. Alors, ce que nous, on va essayer de vous présenter, et ça risque, c'est pas déconnecté de l'exposé précédent, mais ça fait une focale sur à la fois un contexte et puis un objet d'étude qui est pas le même. C'est les politiques foncières et avec une focale sur l'Afrique subsaharienne. Alors, on est sur des discussions qui ont un autre objet, mais je crois que ce qui fait le lien avec ce qui vient d'être présenté, c'est un peu ce que dans les approches institutionnalistes, on appelle les dépendances de centiles.
c'est-à-dire tout ce qui relève, je ne sais pas si vous êtes familier de la notion, tout ce qui relève des difficultés lorsqu'on est dans une trajectoire de développement, quand on est dans un modèle technologique et à la fois institutionnel, tout ce qui fait la difficulté de sortir de ce modèle, les coûts de l'innovation, qui conduisent à, c'est un peu la métaphore du sentier, quand on est enfermé dans un sentier avec des talus assez élevés, on aura tendance à suivre le sentier plutôt d'escalader le talus pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et c'est une notion qui a été développée au départ, d'ailleurs dans la sociologie industrielle, à propos du clavier AZERTY, où il avait été démontré que ce n'était pas le plus efficient et l'optimum pour le travail d'écriture de secrétariat. Mais les innovations qui ont été proposées n'ont jamais été adoptées parce que les secrétaires qui avaient appris à travailler sur le clavier AZERTY étaient complètement réticents à adopter un autre modèle. Et on est souvent dans ce type de dynamique quand on s'intéresse aux changements technologiques ou institutionnels, à plus forte raison qu'on est sur des changements de paradigme ou carrément d'ontologie. Alors, comment fait-on pour changer? Je vais faire une deuxième, c'est pas grave. Voilà. Donc, un bref cadrage sur la question des politiques foncières et dans les débats sur le développement, et puis en référence particulièrement à la période récente, qui est celle qui est marquée par la crise alimentaire des années 2006-2007. On va avoir un ensemble d'injections contradictoires qui vont être faites. Ouais. Qui vont être faites aux pays en développement, en particulier en Afrique subsaharienne, qui est une combinaison de contraintes qui ont trait à la réduction de la vulnérabilité pour assurer la souveraineté alimentaire. De plus en plus, attirer des investissements dans un contexte qui est celui du land rush global et de méga-investissements qui proviennent de différentes sources, aussi bien des fonds privés que des fonds souverains, pour accroître la production agricole et se brancher sur différentes filières et différents marchés. Et puis, de plus en plus fortement, et en prise avec les préoccupations environnementales, favoriser la réhabilitation des terres dégradées. On est dans tout le cadre de renouvellement de la Grande Muraille Verte en Afrique subsaharienne, qui est un ensemble de projets qui tous mettent en avant la question des politiques foncières. Et dans un contexte assez particulier en Afrique subsaharienne, qui est celui de la façon dont, d'une certaine manière, ces politiques foncières se substituent à des politiques agricoles qui ont été démantelées par l'ajustement structurel et les processus de décentralisation qui délèguent à des collectivités locales une grande des leviers et des pans considérables de la politique publique, avec délégation du développement à des structures de projet. De telle sorte que le foncier, la politique foncière apparaît comme un des derniers bastions dans les mains des États pour mettre en place des politiques structurelles. Tout ça entre en résonance avec un discours des bailleurs de fonds, en particulier celui de la Banque mondiale, mais pas seulement. On a un peu ça également par exemple à l'AFD, qui est de voir les politiques foncières comme le silver bullet. C'est-à-dire que le type de mesure qui peut résoudre un ensemble de problèmes qui s'étendent des questions de production et de satisfaction des besoins alimentaires à la stabilité sociale, à la durabilité environnementale, dans un discours dominant qui est qu'en fait, tous les paysans du Sud disposent d'un capital. Alors ça, c'est la théorie d'Hernando de Soto, on va y revenir. Les paysans du Sud, les pauvres du Sud sont assis sur un capital qu'ils ignorent, qui est leur patrimoine foncier, et qu'il suffit de sécuriser et de donner une valeur à ce patrimoine pour que immédiatement s'enclenchent des processus vertueux d'accumulation et de développement. Ah non, c'est pas ça. On va y arriver. Alors, très brièvement, les politiques foncières, on leur assigne dans ce contexte un ensemble d'objectifs et de fonctions. D'abord, assurer l'efficience économique. Là, il s'agit d'encourager l'allocation de la ressource aux acteurs qui sont présumés les plus efficaces. Donc, il y aura différentes mesures qui pourront être prises dans ce sens-là. Un autre critère, c'est évidemment de favoriser l'équité et de corriger les processus d'exclusion ou d'asymétrie de pouvoir qui biaisent les mécanismes de distribution. Assurer un équilibre entre mise en valeur et conservation des ressources. Et en gros, il s'agit de réguler les usages. Et puis, de plus en plus, en Afrique subsaharienne, il s'agit de faire intervenir le foncier dans des processus de maintien ou de rétablissement de la paix, toute
l'insertion des questions foncières dans les dispositifs post-conflit à travers la mise en place de dispositifs institutionnels qui soient à la fois efficaces, légitimes et durables. Bien. Tout ça se fait dans un contexte où il y a quand même des controverses sur cet objet central qui est la sécurisation des droits fonciers, considéré comme l'alpha et l'oméga du développement agricole et de la durabilité. Et dans ce contexte, on est face à un narratif qui est dominant, c'est la formalisation des droits fonciers locaux. Donc en Afrique subsaharienne, dans un contexte de dualité légale avec une présomption de domanialité de l'État partout là où il n'y a pas de droit formellement établi, c'est-à-dire de titres fonciers distribués. Et puis derrière ce parapluie de l'immatriculation et de la domanialité, une quantité de systèmes de régulation locaux, de droits coutumiers qui opèrent et qui servent de cadre de régulation pour la plupart des populations rurales. La théorie, c'est qu'il faut sortir de l'informalité qui recouvre l'ensemble des systèmes coutumiers, sécuriser les droits pour accroître la productivité, assurer une certaine durabilité. Et c'est là qu'on a une sécurité dans l'usage de l'accès et l'usage de la ressource, on sera plus préoccupé par sa durabilité et son entretien. Et donc, dans ce contexte-là, la théorie standard dit que la distribution de titres fonciers garantit la sécurité, en même temps permet d'utiliser le bien foncier comme un collatéral dans l'accès à des crédits, et que tout ça enclenche des cycles vertueux d'investissement, de circulation des droits qui vont être captés par les producteurs les plus efficaces dans un contexte de développement du marché foncier. Et donc, ça rétroalimente ou ça alimente des investissements qui procureront des gains de productivité et donc permettent d'enclencher des cycles vertueux. Tout ça a débouché sur des préconisations en faveur d'opérations d'enregistrement, de privatisation des droits. Ce n'est pas nouveau, ça s'est fait dès les stages précoces de la colonisation en Afrique, et puis dès les années 50, avec une quantité de programmes qui ont été proposés. Le Kenya en a été un des exemples les plus sonnants, de reconnaissance donc, des droits coutumiers, de privatisation, d'attribution de droits robustes garantis par l'État aux populations, qui évidemment, c'est des programmes qui s'inséraient fortement dans les processus de domanialisation des terres qui avaient été entrepris auparavant, c'est-à-dire d'invisibilisation des droits existants, des droits coutumiers, au profit d'une présomption de domanialité et donc de la maîtrise par l'État de l'assignation des droits formels, qui permettait effectivement de mettre en place de façon tout à fait légitime ces grands programmes d'enregistrement et de privatisation des droits. Le bilan de ces opérations, c'est que ça a été globalement des échecs, c'est-à-dire que partout où ça a été mis en place, d'abord, on n'a pas observé des processus de développement, d'investissement massif dans l'agriculture et pas davantage, bien souvent, de circulation des droits fonciers en faveur des producteurs les plus efficients, quel que soit l'angle sur lequel on considère l'efficience. Ça n'a pas non plus été très équitable et dans la plupart des cas, ces programmes ont été infiltrés par des élites, des agents politiques, des agents de l'administration et ont été détournés dans le sens de la concentration des terres et des titres officiels par certains groupes favorisés. Donc, à partir des années 80 et surtout dans les années 90, on a un certain nombre de critiques qui sont mises en avant à ce paradigme de substitution, donc de substitution des droits coutumiers par des droits garantis par l'État, et puis l'avancée de propositions alternatives. Ces critiques elles portent surtout sur un ensemble de confusions ou d'angles morts du modèle standard qui assimile informalité et insécurité, ce qui est infirmé empiriquement. Pour donner un exemple, le développement des agricultures de plantation africaines en Afrique de l'Ouest, ça se passe dans un cadre coutumier où on a pu assister à des investissements en travail notamment énormes dans la mise en place de plantations, ce qui a permis à des pays comme la Gold Coast, le Ghana, puis la Côte d'Ivoire de devenir des acteurs dominants sur le marché mondial du cacao et du café. Des confusions également entre l'idée qu'un titre foncier garantit la sécurité.
Ben non, quand les institutions de l'État, la justice n'est pas proche, n'est pas fiable, en aucun cas le titre foncier peut garantir une sécurité. Et puis encore, une zone d'ombre, une confusion, c'est le fait d'avoir une garantie foncière théoriquement permise par le titre foncier donne accès au crédit. Ce n'est pas non plus vrai quand il y a des systèmes de crédit qui sont déliquescents, qui sont éloignés et qui sont soumis à des asymétries de pouvoir. Donc, de façon générale, il y a une critique qui renvoie à la carence des institutions étatiques et de marché pour garantir la valorisation de ces actifs représentés par le titre foncier. Et puis surtout, il y a un constat d'évolution, je dirais, endogène, naturel, je dirais, des systèmes coutumiers vers des dispositifs de formalisation informelle. Et ça, on est dans l'inventaire et la mise en évidence de quantité de processus de formalisation locale par des petits papiers, par des institutions locales qui conduisent à mettre en place des dispositifs d'encadrement qui ne relèvent plus directement du coutumier traditionnel, mais de situations de dispositifs qui associent des formes plus ou moins élaborées, des dimensions technologiques avec des régulations locales. Et donc, on est passé d'un paradigme de substitution à un paradigme d'adaptation ou d'accompagnement de ces processus locaux, où en gros, il s'agit de prendre en compte à la fois la combinaison de droits individuels et de collectifs dans les systèmes de régulation, les régimes de régulation locaux, et s'appuyer sur des institutions locales qui sont d'abord pour qualité principale d'être proches, mais qui sont aussi légitimes, avec une question qui a parcouru les réflexions sur la sécurisation du foncier. C'est est-ce qu'il s'agit de sécuriser des droits, donc d'attribuer des titres fonciers, ou de sécuriser des transferts de droits, donc de s'assurer que la personne qui dit disposer d'un droit l'a bien reçu d'une autre personne. Et en France, notamment, on l'a résolu à travers le système des notaires, qui ne sont absolument pas une institution étatique, mais une institution publique qui rend compte des transferts de droits et fournissent une sécurité dans les éventuels litiges sur les droits. Donc, ce débat entre substitution et adaptation dans les politiques foncières, ça renvoie à un débat de fond plus marqué entre des programmes ou une vision, une conception de la reconnaissance foncière qui est le cadastrage, donc un appareillage lourd de délimitation, d'enregistrement des droits avec une administration généralement centralisée qui va tenir les registres et actualiser ces registres, contre une perspective qui est davantage celle de la gouvernance et qui repose sur des institutions locales où il s'agira d'articuler des modes de régulation foncière qui sont pluriels avec un cadre légal étatique et notamment en recourant à l'écrit pour cette formalisation. Et ça, c'est un modèle qui a connu un moment fort de mobilisation dans les projets de développement et dans les modèles proposés par les agences de développement et les agences de coopération. Ça a été celui des plans fonciers ruraux en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Burkina Faso. On va revenir sur le cas béninois dans la troisième partie de l'exposé, ou plus récemment, dans les années 2000, les guichets communaux à Madagascar qui ont globalement été crédités de pas mal de succès. Le point sur lequel on voudrait insister ici, c'est la façon dont ces débats, ces controverses entre les tenants du titre et les défenseurs du certificat, entre une approche centralisée de l'administration foncière et des options de décentralisation et d'hybridation entre dispositifs coutumiers et formes écrites. C'est un peu toute la dimension technologique et la façon dont, au cours des années 90 et surtout 2000, on a un bond technologique qui va modifier les termes de ce débat et surtout qui injecte toute une série d'acteurs, et notamment des experts, dans ces débats pour peser dans leur inflexion en faveur d'un ou l'autre camp. C'est clair qu'avec la disponibilité d'images satellites, les données GPS, la numérisation, les systèmes d'information géographique, plus récemment, c'est les blockchains qui permettent de créer l'idée que dans un contexte local, on aura des processus mutuels de surveillance qui permettent de garantir ou de défendre des droits sans intervention extérieure d'une instance étatique.
avec cette idée que la précision, l'objectivisation des informations foncières vont contribuer à la fois renforcer la sécurité et de permettre une versalité des dispositifs qui sont une clé de leur adaptation aux contextes locaux, mais éventuellement à une omnipotence d'un système centralisé qui garantirait la précision et la défense de ces droits. Ce changement technologique ou l'injection de nouvelles technologies correspond à une internationalisation et une omniprésence des catégories d'experts dans les débats sur le foncier. Alors, la présence des experts, ce n'est pas nouveau. Au XIXe siècle, les géomètres, les ingénieurs militaires ont une place prépondérante dans la façon dont, justement, des dispositifs d'enregistrement, de formalisation de droits étaient mis en place dans un ensemble de pays, notamment aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Argentine, au Chili. Le rôle des ingénieurs militaires était énorme. Donc, ce n'est pas nouveau, mais ça se renforce depuis une trentaine d'années, on va dire. Alors, on peut citer différentes catégories professionnelles, les géomètres, les experts topographes, les notaires, de plus en plus des spécialistes de géomatique. Et puis, également, des professions qui étaient jusqu'à présent peu présentes dans le champ de l'expertise foncière et le conseil aux politiques foncières, c'est les anthropologues, les juristes du genre et des droits de l'homme, qu'on voit apparaître dans un certain nombre de contextes, notamment en Amérique latine, les médiateurs et les spécialistes du post-conflit, ils sont également extrêmement présents. Et puis, au niveau local, on a également émergent de catégories d'experts. Alors là, ça a été abondamment étudié par l'anthropologie du développement. C'est toute cette catégorie des courtiers ou des policy brokers. Ces différents éléments, ces différents facteurs se combinent dans la construction et l'élaboration de nouveaux narratifs sur les moyens de sécurisation et d'administration foncière. On en a un exemple, notamment dans le notariat, qui met en avant cette notion de juriste de proximité qui permettrait de garantir et d'arbitrer, tout au moins de trancher, de fournir des éléments de preuve dans les litiges, et y compris dans les contextes locaux. Alors, ce sur quoi je voudrais faire un point de mise en perspective un peu théorique sur ces débats, c'est la façon dont les notions de communauté épistémique, notamment, peuvent être mobilisées pour comprendre la façon dont ces débats sur les politiques foncières s'insèrent dans des contextes locaux et sont l'objet d'interprétation et d'appropriation par différents groupes d'intérêt. Le premier point, c'est que dans les pays du Sud, en Afrique subsaharienne en particulier, le foncier rural continue à être un objet absolument central pour la reproduction sociale, les dynamiques politiques et évidemment pour les questions de durabilité environnementale, et que dans ces contextes-là, la politique foncière, c'est pas nouveau, là encore, ça a été envisagé comme tel à l'époque des Lumières en Europe, au XIXe siècle en Amérique latine, et actuellement à plus forte raison, la politique foncière elle est envisagée comme un outil de reconfiguration à forte dimension sociale mais aussi culturelle. En gros, mettre en place des politiques de formalisation des droits locaux, d'encadrement des coutumes foncières, c'est organiser les rapports entre des sociétés locales et un régime de régulation politique et économique nationale, et qui vont avoir arbitré entre une option de semi-autonomie de ces régimes de régulation locaux ou de subordination vis-à-vis des institutions étatiques et des groupes de pouvoir nationaux. Alors, sur cette question, les analystes, la science politique et les analystes de l'action publique nous fournissent quand même pas mal d'éléments d'analyse, et en particulier dans le cadre des approches cognitives et des politiques publiques. On fournit une bibliographie sur ce point en fin d'exposé. En gros, qu'est-ce que nous disent ces approches cognitives? C'est que les politiques publiques, elles n'ont pas seulement la fonction de résoudre des problèmes qui sont clairement identifiés, mais aussi, et bien souvent en premier lieu, de produire du sens, c'est-à-dire de proposer, de construire et de proposer des interprétations du réel quant à l'ordre du monde,
et à définir des modèles normatifs d'action. Je ne m'étends pas sur ce point, vous en trouverez des développements dans la bibliographie proposée. Mais dans cette perspective, le fait d'institutionnaliser ou d'imposer des nouveaux paradigmes en matière de politique de développement, ça requiert une redistribution des ressources politiques, ou ça conduit à une redistribution des ressources politiques, et donc ça modifie évidemment les rapports de pouvoir dans les arènes nationales et locales. Ça conduit aussi à placer la focale dans les débats de politique publique sur le contrôle de l'information et du savoir par rapport à ces questions de redistribution du pouvoir, et notamment à la façon dont, dans les contextes nationaux et locaux, on aura des coalitions qui se mettent en place, qui vont être liées les unes aux autres. Et en matière de politique foncière, depuis une trentaine d'années, c'est intéressant de voir comment, comme sans doute dans d'autres domaines, comment ces coalitions tissent des liens entre la sphère globale, internationale, les espaces nationaux et les débats politiques nationaux et des contextes locaux. L'idée, c'est de comment se construire des coalitions à ces différents niveaux pour imposer un savoir légitime et exercer un pouvoir bureaucratique. C'est développé par un auteur comme Haas. L'idée étant qu'il s'agit d'acquérir des gains positionnels de la part de ces communautés épistémiques en infiltrant les institutions gouvernantes pour imposer de nouvelles idées ou des modèles de croyance. Et ces processus font appel à une combinaison de facteurs, la mobilisation de savoir scientifique, de technologies dont on vient de parler, de signification, de sens qui sont attribués à ces savoirs et à ces technologies, de manière à construire un narratif qui explique l'état du problème et les solutions, de les imposer comme légitimes, évidentes et comme seules capables de répondre au problème. Donc il y a une dimension, construire un narratif qui circonscrit le problème, le pose comme incontournable, et ensuite isole, identifie des solutions qui seront imposées à ces problèmes. Encore une fois, remettre en avant cette vision de la politique publique qui est un ensemble de solutions apportées à des problèmes clairement identifiés, là où en fait il s'agit de donner du sens au réel. L'enjeu ici est évidemment de connecter des intérêts qui sont situés à différents niveaux, depuis le global, l'international jusqu'au local. Et là encore, on est dans un cadre qui renvoie beaucoup à ce que Alison a exposé précédemment. Et en général, ça se fait en référence à des crises de validité du paradigme antérieur. Alors, cette crise de validité, ça peut renvoyer à une crise alimentaire, comme en 2006-2007, pénurie de biens alimentaires, révolte de la faim, des mouvements sociaux qui remettent en question des politiques antérieures. Ça peut être une crise politique nationale liée à des élections, à des mouvements de rébellion. Voilà. En général, c'est lié à des situations de crise qui remettent en question la validité du paradigme. Et là, je vais vous faire une troisième proposition théorique, qui est un peu celle dite des 3 I, idées, intérêt, institution, dans la façon dont ces 3 composantes se combinent dans ces processus de bifurcation ou de changement dans le contenu des politiques publiques. Dans le domaine des idées, il s'agit d'abord de construire des connexions internationales, et on le voit dans la mise en rapport entre scientifiques, et en particulier le schisme, je dirais, entre économistes et humanité dans les propositions de politique foncière, et notamment, de façon générale, une défense du paradigme du titre et de la substitution qui est mise en avant par les économistes, et on va dire des propositions d'adaptation aux systèmes locaux qui est plutôt mis en avant par d'autres disciplines, on va dire, la socio-anthropologie, la géographie, voire l'anthropologie juridique. Et donc des connexions entre ces disciplines scientifiques, des bailleurs de fonds, qui, eux, sont parfois en concurrence dans les contextes nationaux pour
asseoir leur domination ou leur influence dans un pays déterminé et qui mettront en avant des propositions alternatives en matière de politique foncière. Et puis des corporations d'experts qui sont de plus en plus internationalisées, qui ont des formes d'organisation internationale, comme les géomètres, comme les notaires, les géomaticiens, etc., qui vont alimenter ces constructions de coalitions autour d'un modèle d'intervention au niveau international. Derrière tout ça, il y a l'idée qu'il y a une détermination mécanique entre la précision des mesures, la fiabilité des registres, la sécurité foncière et l'investissement. C'est une idée qui est présente depuis, je dirais, depuis la colonisation et la période immédiatement postcoloniale, mais la mise à disponibilité de nouvelles technologies renforce ces croyances. Et donc, ça renforce les débats, mais ça alimente les deux camps. Cette idée de la précision et de la possibilité d'avoir une gestion extrêmement efficace et potentiellement décentralisée peut également apporter de l'eau au moulin des tenants des dispositifs de certification plus souples et plus décentralisés. Et ça entre également en résonance avec des narratifs globaux. Dernièrement, le dernier avatar du tout titrage, c'est l'ouvrage de Hernando de Soto, je crois que c'est 2001, sur le mystère du capital, où effectivement, ce qu'il dit, c'est que les pauvres du Sud ont tous une maison, ont tous un petit terrain, et qu'en gros, il suffit de leur reconnaître des droits robustes et garantis sur ces possessions foncières pour réveiller un capital dormant et donc de leur donner les moyens d'éveiller les forces vives. Donc ensuite, ces connexions internationales, elles sont en lien évidemment avec, elles établissent des connexions nationales avec des groupes d'intérêt, elles rentrent en interaction avec les luttes pour le pouvoir et les médiateurs ou policy brokers au niveau national et local. Et encore une fois, ça se fait à des moments critiques qui sont liés à des périodes de crise, de remise en question du paradigme antérieur. Pour la dimension intérêts nationaux, intérêts locaux. Et puis la troisième dimension institutionnelle, c'est ce qui renvoie à la façon dont ces narratifs et ces propositions de dispositifs de politique publique s'insèrent dans des trajectoires politiques, administratives nationales, dans des matrices cognitives et normatives. Et là, ça renvoie à cette idée de dépendance de sentier et à la façon dont toute proposition atterrira dans des cadres institutionnels relativement contraignants qui feront qu'on aura plutôt tendance à infléchir la trajectoire, mais plutôt que de remettre en question complètement l'ensemble du paradigme et des systèmes de croyances sur lesquels les politiques publiques sont assises. Voilà, on aura l'occasion sans doute d'y revenir dans le débat. Et puis, je laisse Philippe prendre la suite pour exemplifier ces éléments. Allez. Okay. Donc, pour terminer cette présentation, on va changer d'échelle, essayer de faire atterrir ça, toute cette discussion de façon un petit peu plus concrète sur le cas du Bénin. Alors, c'est bien que quand on change d'échelle, les enjeux, les acteurs, les temporalités ne sont pas exactement la même si c'est pas complètement, même s'il y a des connexions et aussi il y a des acteurs qui circulent d'une échelle spatiale à l'autre. Et c'est l'occasion de voir comment justement ces différents éléments qui ont été présentés par Eric se cristallisent dans une histoire concrète au Bénin. Alors, le Bénin est un cas intéressant parce que les politiques foncières ont été très, très controversées et on verra qu'il y a eu des positions différentes, des projets de réforme différents et contradictoires qui mobilisent tous les éléments qui ont été apportés précédemment. Et c'est aussi l'occasion de rentrer un petit peu dans la matérialité de ces dispositifs de formalisation des droits. Donc, vous voyez là la carte, une carte parcellaire, des bornes en ciment qui sont mises à la limite des parcelles et d'ailleurs à 20 cm d'une plante utilisée comme bande végétale par les paysans. Vous voyez les techniques de levée, ici les GPS, au début c'était la lunette topographique avant, des registres et puis des cartes qui sont censées être utilisées par les villageois pour régler leurs problèmes, pour savoir effectivement où sont les parcelles des uns et des autres et qui a des droits à quel endroit.
Alors, les plans fonciers ruraux, c'est une démarche d'identification, de cartographie des droits fonciers coutumiers, donc informels, entre guillemets, qui se revendiquent des approches adaptatives, donc une alternative au titre foncier, qui a été très fortement portée par l'aide internationale, en lien avec le ministère de l'Agriculture. Je dis une partie parce que c'était pas... Le soutien, ça n'était pas monolithique. Et les plans fonciers ruraux, comme instrument de politique foncière, ont été inventés en Côte d'Ivoire à la fin des années 80 et relèvent donc, dans le gradient qui a été présenté tout à l'heure, plutôt du côté cadastral que du côté gouvernance, en sens où l'accent est mis sur des levées du territoire villageois, parcelle par parcelle, l'identification des ayants droit et des détenteurs fonciers, plus que sous la dimension de la régulation foncière, des décisions, des arbitrages sur le foncier. Et en fait, à peine cette démarche-là faisait l'objet d'expérimentations sur le terrain, qu'elle était importée en Côte d'Ivoire par les mêmes bailleurs de fonds qui soutenaient l'expérience ivoirienne, Banque mondiale et Agence française de développement, en l'occurrence, dans un contexte fin des années 80, dans un contexte de déliquescence du régime révolutionnaire de Mathieu Kérékou, et où l'objectif des bailleurs de fonds était de sortir les projets de l'administration, et à la fois donc, dans un projet de gestion des ressources naturelles, de favoriser l'investissement des paysans dans l'environnement, en disant que si leurs droits sont reconnus, ça sera plus facile pour eux d'investir dans de la lutte anti-érosive, etc., etc. Mais aussi derrière de protéger les paysans contre les abus de pouvoir de l'administration et des agents de l'État. Et puis, quelque part, c'était déjà à l'esprit à l'époque, espérer que la démonstration que l'on puisse cartographier ces droits coutumiers, souvent considérés de compliqués, très spécifiques, etc., donc ingérables, puisse contribuer à légitimer une réforme foncière en disant on peut le faire, on a les instruments, donc il n'y a pas d'obstacle finalement à faire ce choix. Et donc, c'est au fil de 2 projets de terrain successifs qu'expérimente cette démarche sur le terrain avec des allers-retours, des ajustements, etc. Mais ce qui est important, c'est qu'en fait, il y a autour de ça un réseau d'acteurs béninois et surtout français au niveau international qui se structurent, qui détiennent les savoir-faire et portent cette vision dans les débats tant nationaux qu'internationaux. Et donc, il s'agit vraiment de promouvoir une alternative à l'immatriculation au titre foncier en disant que la propriété privée est inadaptée et aux situations foncières coutumières. Et dans cette optique-là, l'accent est vraiment mis sur la légitimité sociale des droits. Et donc, c'est l'enquête socio-foncière sur qui a des droits sur quelle parcelle, qui est le plus important. Le lever, le fait de dire voilà quelles sont les limites, le fait de dessiner la parcelle est un support à la légitimité des droits. Et donc, on a une équipe projet qui développe des savoir-faire, avec en particulier un expert juriste qui devient central et un noyau qui se constitue là, au début des années 90, et qu'on retrouvera dans les 20 ans après, comme des personnages centraux de tous les débats de politique foncière. C'est au cours de la négociation de la 2e phase du projet. La Banque mondiale est sortie du jeu, c'est surtout GIZ et surtout l'Agence française de développement qui pousse cette démarche-là. Le principe d'une réforme foncière rurale est entériné dans les accords avec le ministère de l'Agriculture. Et le gouvernement met en place un comité des experts nationaux là, pour ça, les experts internationaux sont à côté, pour négocier les compromis politiques autour du projet de réforme foncière rurale. Et donc, ces experts produisent un avant-projet de loi qui, effectivement, est explicitement un projet de réforme foncière rurale et qui constitue une révolution juridique potentielle par rapport à ce qu'a décrit Éric en termes de maintien de la domanialité, donc ce principe que les paysans n'ont pas de droit et leurs terres sont englobées dans le domaine de l'État. Là, les rédacteurs de l'avant-projet de loi disent clairement les droits coutumiers sont des droits privés, donc c'est hors du domaine et du contrôle de l'État. Et ces droits privés peuvent bénéficier de documents juridiques sous forme de certificats fonciers lorsqu'il y a eu ces opérations de plans fonciers ruraux qui ont permis, à l'échelle d'un territoire villageois, d'attester que Monsieur X ou Madame Y détient cette parcelle-là, que la famille Z détient la parcelle d'à côté. Donc cette réforme
cette réforme assez radicale portée par des projets de développement a l'air d'avancer doucement et progressivement. Mais en fait, au cours des années 2000, un autre projet de réforme foncière porté par d'autres acteurs apparaît dans le paysage et on va avoir une dizaine d'années, 5-10 ans, de bagarres extrêmement fortes autour des finalités, des objectifs de la réforme et aussi du coup des acteurs qui les portent, quoi. Il faut dire que ce projet de réforme foncière rurale qui crée une différence au sein du territoire entre ce qui relève du rural et ce qui relève de l'urbain était contesté par une partie des acteurs béninois, en particulier ceux qui défendaient l'immatriculation et le titre foncier, et donc, le ministère des Finances, mais aussi le ministère de l'Urbanisme qui disait c'est ingérable, enfin c'est pas acceptable d'avoir des droits différents au niveau du territoire national, et en même temps, prétendre définir une frontière entre rural et urbain, c'est ingérable, et tout problème des limites va être ingérable. Donc, eux, rechignaient un peu, avaient réussi à faire supprimer quelques dispositions du texte qui ne leur convenaient pas, mais en même temps, ce n'était pas leur champ de compétence, le rural, donc c'était resté un peu sur une guerre de tranchées. Jusqu'à ce qu'arrive dans le paysage le Millennium Challenge Corporation, qui est une agence d'aide américaine créée récemment à l'époque et qui commençait à intervenir. C'est la conférence de Monterrey, George Bush, 2004. Et qui négocie avec l'État un programme global censé booster le développement économique, sur lequel le foncier est une dimension importante, et où l'approche là est de diffuser l'accès au titre foncier dans une logique d'uniformisation du droit et de diffuser au titre foncier. Donc, c'est complètement l'autre logique, hein. On n'est pas face au constat que le titre foncier ne s'est jamais diffusé. Il s'agit là, non pas de trouver des alternatives à côté sous des formes adaptées, il s'agit au contraire de maintenir cette dominance du titre foncier individuel et de trouver les moyens de le diffuser à plus grande échelle. Et quand on lit, c'est lisible ça. Quand on regarde un peu qui sont dans ces deux réseaux, donc le réseau qui soutient l'immatriculation foncière et son développement, le réseau de la sécurisation foncière de l'autre, on voit qu'effectivement, eh bien, on a à la fois des professions et des corporations différentes, même si ce n'est pas complètement fermé. Il y a quelques juristes rares qui sont du côté de la sécurisation foncière. Il y a quelques géomètres rares qui s'intéressent à ces approches-là, mais on a vraiment une différence très claire dans les disciplines et puis dans les ancrages institutionnels de ces deux réseaux. Ancrages institutionnels nationaux, hein, le ministère de l'Urbanisme, MCA, qui est une instance bénino-américaine entre les deux, plutôt effectivement soutien politique du gouvernement d'un côté, une partie du ministère de l'Agriculture, plutôt celui qui défend l'agriculture familiale de l'autre, le ministère de la décentralisation, très concerné puisqu'il s'agit de confier aux communes la responsabilité de gérer cette information foncière, étant plutôt du côté de la sécurisation foncière, mais sans prise de position très affichée, quoi. Et puis, côté des bailleurs de fonds, bah, là aussi, on voit effectivement un clivage assez net entre les bailleurs historiques du secteur rural, l'AFD, la GIZ. La Banque mondiale, là, est sortie du jeu et ne s'y intéresse pas, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Le MCC américain qui soutient le réseau de l'immatriculation sans être complètement idéologiquement pour, hein. Il y a eu beaucoup d'analyses. Le MCC, c'est George Bush, donc c'est le néolibéralisme américain. En fait, ils avaient des positions plus mesurées. Et puis, on verra apparaître les Pays-Bas ensuite qui dans le jeu. Alors, on a cette bagarre qui se joue à deux niveaux. D'une part, sur la question de la législation foncière et de son contenu, mais qui se traduit aussi sur la façon de mettre en œuvre les démarches de reconnaissance et de reconnaissance des droits à l'échelle locale. Et ce qui est assez frappant, c'est que ce même projet MCA Bénin, financé par les Américains, qui globalement pousse, enfin, n'a pas encore complètement stabilisé sa politique, mais pousse vers l'immatriculation, a intégré dans son programme le fait de faire 300 plans fonciers ruraux, donc non plus les 10, 15, 20, 40 qui avaient été faits de façon expérimentale auparavant, mais de passer à l'échelle, de couvrir un dixième du territoire, un dixième des villages du Bénin, avec de très forts objectifs quantitatifs. Et ça, c'est assez intéressant dans la façon dont un même instrument, les plans fonciers ruraux, peuvent être utilisés dans des finalités différentes, puisque pour eux, le but, c'est plus un certificat foncier alternatif, j'irai ailleurs, c'est de favoriser le passage à l'immatriculation et au titre foncier.
Donc, c'est le même outil, mais finalement, on met des objectifs quantitatifs beaucoup plus importants, on change les procédures, on fait glisser un peu les outils, et finalement, eh bien, c'est plus la même chose à la fin. Et là aussi, il y a eu des phases de débat très, très vifs sur les méthodes, les outils, les façons de faire. Est-ce qu'il faut mettre des bornes en ciment partout? Est-ce qu'il faut que la précision des levées se rapproche de celle de l'immatriculation pour permettre du coup de faciliter justement le passage au titre, ou est-ce qu'en milieu rural, on peut se contenter d'un mètre sans problème? Et puis finalement, ces bagarres-là se sont traduites par une prise de contrôle des géomètres sur les opérations de terrain, une marginalisation des sociologues faisant les enquêtes sur la légitimité des droits. C'est vraiment l'approche cadastrale dure, délimitation, levée de précision, gouvernée par les géomètres, qui a pris le dessus sur cette démarche PFR et donc les a transformés. Alors, en parallèle, effectivement, on a tout un travail sur la politique foncière, déclaration de politique foncière, préparation de textes, etc. Et finalement, cette bagarre sur les visions se solde, en tout cas provisoirement en 2013, par le vote d'un code domanial et foncier qui annule la législation précédente. J'ai oublié de le dire, elle avait fini par être votée, cette loi foncière rurale, en 2007. Donc, 6 ans après, la loi qui entérinait une politique adaptative fondée sur des certificats fonciers, sur une responsabilité des communes. Les plans fonciers restent dans la loi, mais au service du développement du titre foncier et non plus de documents juridiques, d'autres documents juridiques. Et là, à partir de là, les choses s'enchaînent assez clairement. L'État met des moyens. Il crée une agence nationale du domaine et du foncier qui reprend toute l'affaire, crée des bureaux déconcentrés dans le pays, met en route la machine. Et les Pays-Bas devient le principal bailleur du secteur dans une logique de soutien critique à cette démarche-là. Le débat n'est pas fini à ce moment-là, puisque toute la question des modalités de mise en œuvre de ces dispositifs-là reste ouverte, et les différents projets de développement qui appuyaient les communes rurales dans la gestion foncière, financés aussi par les Pays-Bas, par la GIZ, un peu par l'Agence française de développement, sont dans une position de dialogue critique et essayent de gagner des marges de manœuvre, de réintégrer un peu de souplesse par rapport au rouleau compresseur de l'immatriculation. Les communes qui jouaient un rôle dans la formalisation des ventes étaient mis de côté par cette nouvelle politique, regagnent un peu de légitimité et le contrôle sur certaines procédures. Donc, il y a quelques ajustements. Et puis, l'Agence nationale du domaine et du foncier cherche à développer un cadastre qui doit couvrir l'ensemble du territoire, pas seulement les terres qui sont objets de propriété privée ou un titre foncier. Il reste une petite partie du territoire, même si les demandes augmentent. On a dû passer de 14 000 à 40 000 titres. Sur 10 ou 11 millions d'habitants, ça reste dérisoire. Mais surtout, ils font face à ce que les critiques du titre foncier disaient depuis longtemps. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir plus de moyens et une belle agence pour cracher du titre foncier. Il y a des questions de coûts, de procédures, de demande qui n'est pas si forte que ça. L'agence se retrouve mise sous la sellette politique par le fait qu'elle coûte cher avec assez peu de résultats. Et le projet de développement financé par l'ambassade des Pays-Bas essaye de profiter de cette occasion-là pour réintroduire la question de qu'est-ce qui se passe à côté, là où les droits ne sont pas formalisés, et finalement réouvrir le débat qui avait été ouvert 20 ans avant sur les certificats fonciers, en tout cas sur la reconnaissance et la sécurisation des droits non enregistrés, en disant que si vous voulez couvrir le territoire national, il faudra bien que vous vous affrontiez à la question de quoi faire des droits informels, ou en tout cas qui ne rentrent pas dans le cadre du titre foncier. Voilà, donc on a une histoire compliquée qui n'est pas finie, parce que là, il y a peut-être une nouvelle bifurcation qui se voit dans cette bagarre qui a été très féroce et qui a des tas de niveaux enchevêtrés entre promotion du titre, de la propriété privée à travers le titre foncier individuel, et puis des approches qui se veulent alternatives.
Alors, pour conclure rapidement, on peut revenir sur cet intérêt d'une approche des 3I développée en analyse des politiques publiques. Et ce qui est intéressant dans ce secteur-là, c'est qu'en fait, on a de fortes controverses, y compris au niveau international. Donc, on n'a pas le clivage classique, il y a les bailleurs de fonds gentils ou méchants contre les États méchants ou gentils. On a vraiment des controverses qui se jouent à toutes les échelles, un peu autour des mêmes, mais pas complètement autour des mêmes enjeux. Et au niveau international, c'est vrai qu'on voit globalement Banque mondiale, USC, MCC, c'est un peu plus intermédiaire versus coopération bilatérale européenne qui sont un peu plus à défendre les approches dites alternatives. On verra jusqu'où elles le sont. On voit que l'émergence et l'institutionnalisation des corps professionnels jouent aussi à l'échelle locale, parce que ces 300 plans fonciers ruraux, c'est aussi des armadas, c'est des contrats pour des bureaux d'études, des cabinets de géomètres, qui vont aussi recruter des armadas de topographes, d'enquêteurs, etc. On voit aussi le poids des solutions techniques dont Eric a déjà parlé, avec le passage au GPS, l'installation de stations géodésiques sur tout le pays. Et puis surtout la façon dont justement les controverses internationales se prennent corps de façon un petit peu différente dans les pays en fonction de leur propre trajectoire, des configurations d'acteurs et des rapports de force en leur sein. Donc, au niveau national, on a aussi des réseaux en compétition sur le sens des réformes et leur leadership. Et les réseaux, quand on essaie de regarder, c'est vraiment des réseaux internationalisés, tous, avec à chaque fois des agents de l'État, des institutions nationales, des chercheurs, des experts, des consultants, mais pas les mêmes. Et qui s'opposent sur le sens des réformes, la vision politique, et aussi, du coup, sur le leadership de ces réformes et leur contrôle. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir à quel point le débat sur l'efficacité économique, tout le schéma qu'a présenté Eric et qui est très prégnant au niveau dans les débats internationaux, est finalement à peine mentionné au Bénin. C'est vraiment la justification de ceux qui veulent défendre le titre foncier et dire c'est évident, on ne va pas plus loin, mais ce n'est pas objet de débat ni d'analyse permettant d'argumenter la justification dans le pays. Et finalement, on a des opérations, des politiques foncières de formalisation des droits, dans les deux cas, qui sont peu ou pas réclamées par les citoyens, et par les organisations paysannes, donc qui sont plutôt promues par les experts, les techniciens, les professionnels, pas les mêmes, mais qui sont promus d'abord, et dans des enjeux qui finalement sont d'une part quand même des enjeux de politique agricole. Quand on défend l'agrobusiness, on va plutôt défendre le titre foncier privé sécurisé et inversement, mais ça ne recouvre pas complètement le débat agriculture familiale, agrobusiness. Et puis surtout des enjeux d'ancrage local de l'État. Toute une partie des relations foncières qui échappaient à son contrôle deviennent plus sous l'égide de l'État dès lors qu'il y a des certificats fonciers ou des titres, des documents, etc. Des logiques corporatistes d'extension des professions de la part de l'administration foncière, des géomètres, des notaires, etc. Et puis, des débats aussi autour des types d'administration foncière pertinentes et efficaces. Est-ce qu'il faut réformer l'administration des domaines du ministère des Finances? Est-ce qu'il faut créer une agence spécifique? Ou est-ce qu'il faut au contraire construire à côté des dispositifs ancrés dans les communes qui soient complètement en dehors pour assurer une proximité, une efficacité de l'administration foncière? Et donc, voilà, et sur les luttes interinstitutionnelles au sein des pays, parce que c'est assez clair dans ce cas-là. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que par rapport au débat sur les bailleurs de fonds qui tirent les ficelles, imposent leur vue, etc., on a en fait une gamme de situations beaucoup plus nuancées, avec des bailleurs de fonds qui, selon les bailleurs et aussi selon le moment, peuvent se situer clairement en appui à un réseau, soutenir des acteurs, des réseaux béninois, dans leur bagarre de politique, ou être plus prescriptif dans les normes et les visions qu'ils proposent. Et enfin, dernière chose, on voit les enjeux majeurs qui sont sous-jacents à ces luttes interinstitutionnelles, mais finalement, quand on prend un tout petit peu plus de champ, on dit qu'un des enjeux majeurs de ces politiques, c'est quand même quels sont les droits reconnus et donc lesquels sont exclus,
Donc, est-ce qu'il y a des droits individuels, collectifs? Est-ce que les groupes familiaux sont reconnus? Est-ce que les autorités locales continuent à jouer un rôle dans la régulation foncière? Donc, c'est vraiment des choix de société sur les rapports entre individus, collectifs, autorités locales, État. Donc, il y a des choix sociétaux très forts qui, là, sont par contre jamais posés explicitement dans les débats. Voilà, je vous remercie. On vous remercie. Merci beaucoup à vous. Merci vraiment pour ces exposés. Je vais laisser la parole à Élise pour quelques commentaires et puis ouvrir la discussion. J'ai pris beaucoup de notes, j'ai plein de choses à dire, mais je ne vais pas monopoliser la parole. Merci beaucoup pour cette invitation qui me nourrit beaucoup mes réflexions. J'avais plutôt pour mission de lire le texte de Alison, mais j'ai trouvé que les deux présentations se répondaient très très bien. Avec la deuxième, vous apportez un éclairage utile sur la première en mettant l'accent sur les communautés épistémiques, qui de mon point de vue est quelque chose qui manque un petit peu de ce que tu nous as présenté aujourd'hui, au sens où tu insistes beaucoup sur le travail diplomatique de la France pour promouvoir dans des grandes institutions comme la FAO et d'autres instances le modèle de l'agroécologie, mais en fait, je pense qu'il ne faut pas voir ça seulement comme une diplomatie politique, mais il y a des communautés épistémiques derrière ça, et des communautés de recherche en l'occurrence, la communauté des farming systems, et qui promeut une vision, donc le système agraire, et qui promeut une vision plus sous l'angle de la complexité des systèmes agricoles, par opposition à une vision réductionniste qui aborderait la production agricole sous l'angle de la productivité des plantes, donc ce qui était les recherches qui ont été développées dans la CIGAR pendant 40 ans. Donc voilà, cette dimension communauté épistémique m'a un petit peu manqué, et je pense qu'elle est vraiment essentielle pour comprendre ce qui se joue dans cette transition agroécologique. Alors, je reprends mes notes qui sont un petit peu... Peut-être pour revenir un petit peu, mais ça c'est pour l'assistance, sur d'où je parle. Alors, moi je suis anthropologue, je m'inscris en anthropologie de l'environnement, donc on a beaucoup thématisé dans ce champ de recherche la question de la nature, et on a développé une réflexivité sur ce qu'est la nature et en quoi elle pose problème. Et je m'intéresse dans mes recherches plus particulièrement au changement des rapports aux vivants en agriculture et au régime de production des savoirs qui sont liés à l'essor du modèle agroécologique. Donc évidemment, il y a plein de résonances avec ce que tu as dit aujourd'hui. Je voulais ajouter aussi que j'ai rejoint récemment le centre Coiré, qui est un centre d'histoire des sciences et de techniques. Et régulièrement, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Moi qui ne suis pas historienne. Et en fait, j'ai eu la clé récemment, puisqu'on est en train de se prêter à l'exercice HCRS. On essaye de réfléchir à qu'est-ce qui nous dit. Et j'ai réalisé qu'en fait, l'historicité est une question qui ne concerne pas que les historiens. Donc, vraiment anthropologue, si on s'intéresse à des anthropologues, sociologues, si on s'intéresse à des questions de mutation, eh ben, c'est important justement d'essayer de remettre en histoire, ou en tout cas de développer une réflexivité sur l'historicité sur le moment dans lequel on se place. Et du coup, je trouve que c'est vraiment très chouette que tu aies fait cet effort avec ton collègue d'importer dans la sociologie de l'agriculture et de l'alimentation tous ces débats autour de l'anthropocène, parce que tu ajoutes cette dimension historicité que, à mon avis, ne capture pas suffisamment les transition studies, qui sont un peu coupables d'un présentisme, en fait. Et du coup, parce qu'elle travaille à une trop faible échelle temporelle, elle n'arrive pas à capter les changements profonds qui se préfigurent, et elles ne prennent pas suffisamment en compte aussi la question des imaginaires et des visions du monde. Donc, je me retrouve vraiment très très bien dans une des phrases de conclusion. Donc, tu dis l'imagination sociologique pour l'anthropocène doit être plus proche de l'empirie, plus proche des humains et des non-humains, et plus proche du politique. Enfin, voilà, tu essayes de rouvrir un petit peu ces questions-là, et ça va vraiment très intéressant. Alors, le problème du cadrage avec l'anthropocène, je pense, c'est que, si on va vite, c'est que ça peut être un autre nom pour la crise écologique globale, mais l'agriculture, actuellement, elle fait face à plusieurs critiques écologiques, qui sont d'ordre très différent. Il y a le changement climatique, l'empreinte carbone, etc. Mais il y a aussi les questions de biodiversité, puis de façon très prégnante, la question de la toxicité des pesticides, tant pour les consommateurs que pour les travailleurs agricoles. Et ça, en fait, en fonction des crises écologiques sur lesquelles on va insister, ça va appeler des réponses différentes et surtout à des échelles spatiales différentes.
la question du changement planétaire, en fait, elle va appeler à des réponses. Enfin, c'est un cadrage qui a été posé de façon globale. La biodiversité pose des réponses de façon beaucoup plus localisée. Alors, ton texte, il parle vraiment très, très bien des changements de gouvernance au niveau du CIJA. J'ai appris des tas de choses. Ça m'a évoqué les travaux de Birgit Müller, qui a fait une ethnographie, qui promeut dans la tradition du Laïc une ethnographie des grandes institutions. Elle a travaillé sur la FAO. Alors, je ne sais pas quel texte ça pourrait m'envoyer, mais je l'ai entendu à séminaire. Elle disait finalement c'est une institution qui est profondément non monolithique. Et à travers des terrains, en fonction des terrains auxquels on s'intéresse, si on fait des ethnographies situées, on s'aperçoit que la FAO, finalement, va, c'était son expression, défaire d'une main ce qu'elle fait de l'autre. Et donc, je pense qu'on pourrait dire la même chose de plein d'institutions. Et finalement, il y a des luttes épistémiques, entre comités épistémiques au sein même de grandes institutions, qui, en aucun cas, hypostasier, parce que sinon, on en perd la complexité. Alors, peut-être pour une discussion, c'est une ligne de discussion qui peut peut-être plus faire écho à la question de l'anthropocène, donc il y a quelque chose que vous travaillez dans ce séminaire. Dans ton texte, tu as beaucoup insisté sur l'enjeu que pose l'anthropocène, qui est de passer d'un dualisme nature-société à des ontologies relationnelles, ou à l'idée que finalement on serait dans un tissu sans couture, pour reprendre l'expression de Platon. Et en fait, je pense que dans le cas de l'agriculture, on peut penser ce changement de paradigme ou en tout cas l'énoncer sous d'autres, avec d'autres formulations. Je fais plusieurs propositions et je t'invite à réagir dessus. Ça serait par exemple de passer de solutions technologiques développées par des acteurs technoscientifiques avec un modèle capitalistique associé à des solutions qui sont intensives en savoir contextualisé. Ça, c'est plutôt le modèle de l'agroécologie. La technoscience versus savoir paysan, c'est un peu simpliste. Deuxième proposition, passer d'une conception réductionniste de la vie à une vision de la complexité. Donc, c'est le déplacement que propose cette communauté épistémique des Farming Systems. Et cette ligne de clivage, elle existe depuis longtemps, notamment à l'INRA, avec ce fameux département SAD. Ça s'appelait autrefois Sciences pour l'action et le développement, et maintenant c'est Action, Transition, Territoire, ACT. Et ce département SAD, il a été décrit par l'historien Pierre Cornu comme un département dissident, et qui portait une vision complexe des systèmes agraires, une vision aussi de la recherche-action participative, avec les acteurs du territoire, etc. Aussi, autre proposition pour l'agriculture, passer d'un paradigme de la production, un peu sur le modèle industriel, à un paradigme qui s'intéresse aux conditions de reproduction du vivant. Donc là, je renvoie à toute une critique féministe de la production agricole et qui dit finalement on n'est pas suffisamment l'accent sur les opérations de soins, de maintenance, et on ne met pas assez l'accent sur les conditions en fait de survie du système et de reproduction. Et il y a aussi un autre point, autre proposition, et qui, à mon avis, est assez pertinente pour l'agriculture, c'est aussi l'idée de passer d'un idéal de projet scalable à grande échelle à des projets qui sont contextualisés, des systèmes agricoles qui sont contextualisés, qui tiennent compte en fait de la singularité, de la diversité des écosystèmes, des agro-écosystèmes. Et en cela, je trouve que le terme plantationnocène est intéressant parce qu'il permet bien de capter cela. En fait, l'idée que dans l'agriculture industrielle, finalement, il y a eu cette ambition de développer des solutions qui seraient applicables à tous les endroits de la planète, à condition d'apporter le paquet technologique associé. Et au risque d'artificialiser le milieu, et qu'actuellement, on est dans une reconnaissance de l'importance de la singularité du milieu. Et ça me fait penser à cette opposition qu'il y avait dans les scénarios du Millennium Ecosystem Assessment,
que les gens dans l'assistance n'ont pas connu ou ont oublié. Donc, c'était une expertise mondiale qui a été faite en 2005. Et dans les scénarios pour la planète, en fait, ils avaient proposé 4 scénarios pour répondre aux enjeux écologiques globaux, des scénarios qui étaient construits sur une matrice qui opposait réponse proactive ou réactive, et puis les échelles de réponse au niveau local et planétaire. Et donc, ils opposaient, alors je ne vais pas faire les 4 trucs, mais il y en avait un qui opposait le techno-garden, qui était une solution applicable à large échelle et qui serait basée sur une vision un peu technologique, à un truc à l'échelle locale qui s'appelait la mosaïque adaptative. Et, bon, je trouve que ça a toujours une validité, en fait. Pour moi, c'est heuristique, en fait, de penser à cette opposition techno-garden versus mosaïque adaptative, parce qu'on la retrouve beaucoup, en fait, dans les arènes internationales où sont mis en scène ces modèles agricoles en compétition. J'ai fini avec mes propositions sur agriculture et anthropocène, et donc ces changements de paradigme qui pourraient être associés à ce qui se passe actuellement. Ce que je viens de dire m'offre une transition peut-être un peu forcée pour dire que quand tu parles du secteur privé, en fait, ton texte et puis ta présentation mettaient en avant leur discours sur le fait qu'ils intègrent la critique écologique et internalisent en fait des réglementations, des régulations écologiques qui vont arriver et qu'ils anticipent. Et je pense que ce sont des acteurs qui peut-être prennent prétexte de la crise écologique et de la critique qui est associée pour réviser leur ligne argumentaire en défense d'un modèle agricole qu'ils incarnent. Et en fait, probablement, on comprend mieux leur position si on l'analyse dans un champ de force. Et c'est là que ça renvoie un petit peu à ce que vous avez présenté tout à l'heure. Et alors, avec une collègue, la Monica Castro, en 2012, on était à la Rio +20, qui était, on ne parlait pas spécialement d'agriculture, mais nous, on s'était amusé à regarder les acteurs présents qui faisaient du lobbying en défense de leur modèle agricole. Et on voyait très, très bien des acteurs de l'agro-industrie finalement reprendre la rhétorique de la critique très classiquement, c'est du greenwashing en fait. Et donc, ils reprenaient la critique écologique, mais aussi ils reprenaient la critique que tu énonces de la désinstitutionnalisation des savoirs. Et donc, ils mettaient beaucoup en avant l'importance des groupes de pair à pair, l'importance des communautés d'agriculteurs pour créer du savoir. Et en fait, quand on regardait dans le détail, ils utilisaient ces groupes de pairs pour aller diffuser des innovations technologiques très, très classiques et qui s'inscrivaient dans un modèle capitalistique qu'on connaît bien. Alors, une minute. Petite question. Je vais poser une question à Alison et une autre à nos collègues sur le foncier. À la fin de ton texte, tu insistes sur la responsabilité des chercheurs qui doivent s'allier avec les activistes pour travailler tous ensemble et changer le monde, finalement faire des alliances épistémiques. Je me demandais, toi, comment tu fais et ce n'est pas une question piège, c'est que ça m'intéresse. Et une petite question peut-être un peu de précision pour le cas du foncier. Je me suis demandé si dans les communautés épistémiques que vous avez étudiées, n'apparaissaient pas des propositions autour qui portent l'idée de démembrer la propriété dans la tradition des communs. Est-ce qu'on reste toujours dans l'idée que finalement la sécurisation des droits fonciers passe par la reconnaissance d'un espace? Voilà, vous voyez bien à quoi je fais référence, donc je ne vais pas être plus long. Merci. Merci Élise. Moi, je vais juste peut-être 2 ou 3 petits points, puis après, le temps de donner la parole à la salle. Donc, pareil, sur la question de l'historicité. Moi, je suis historienne, donc c'est quelque chose dont j'ai toujours été convaincue et tu le montres bien, puis vous le montrez bien aussi, Philippe et Éric, l'importance en fait de dérouler en fait le fil sur le temps long pour bien comprendre en fait ces politiques foncières, enfin ces encadrements juridiques, les différentes et comment ça s'inscrit en fait entre
à différents moments sur des enjeux qui ne sont pas les mêmes, voilà, les acteurs, etc. Donc, moi, je trouve ça très, très éclairant pour comprendre un certain nombre de choses, et notamment donc, la question de l'historicité, puis l'importance, en fait, je reviens à ce que tu as développé au départ, Alison, sur comment la sociologie est entrée, en fait, dans cette... peut saisir de l'objet anthropocène et dire finalement, bah oui, l'agriculture aussi, elle a participé, et donc, voilà, comment est-ce qu'on va analyser ce qui se passe à partir des systèmes agricoles, des politiques agricoles, etc. Et la focale à partir du CJAR, un organisme international qui a joué un rôle important, notamment dans la révolution verte, et me paraît très éclairante. Et donc, du coup, l'importance d'avoir en permanence une réflexivité, en fait, d'analyser les communautés épistémiques, mais d'avoir une réflexivité sur nos propres pratiques. Et donc, quand on est dans un institut, effectivement, comme l'IRD, qui travaille qui fait de la recherche pour le développement et qui analyse, en fait, en même temps le développement, ça montre bien, en fait, cette importance pour comprendre les enjeux. Et là où moi, je voulais poser des questions, c'était sur la question du marché, en fait. Et donc, c'est un peu pour les deux, hein, c'est la question que tu soulevais à la fin, Philippe. La place, en fait, d'une part, du privé à l'international, donc le fait qu'il y ait ces grandes entreprises privées qui investissent dans les politiques agricoles et qui accompagnent et qui semblent être en contradiction, qui sont en contradiction avec toute cette idée de transition agroécologique, et puis la fois aussi de la mise en compétition, de la mise en concurrence, en fait, de la marchandisation, en fait, des terres qu'implique cette régulation, en fait, très technique, et qui passe par une intervention toujours plus forcée, en fait, de l'intervention de l'État. Et donc, c'est cette question que j'aurais pour Philippe et Eric. C'est à la fois votre exposé montre bien, en fait, la complexité, qu'on n'est pas effectivement dans une dimension où il y a les organismes internes, enfin, les acteurs internationaux type Banque mondiale qui auraient un certain type une certaine conception, en fait, et qui serait peut-être, on penserait naturellement plus une conception administrative, individualisation des droits, etc. Et de l'autre, au niveau national, une conception qui serait plus adaptative, sécurisation du foncier, etc. Et on voit que, en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et la question, c'est comment est-ce que la question du marché se pose dans ce cadre-là, parce qu'on complexifie, mais au final, on voit bien que à chaque fois, la question du marché, elle reste quand même transversale à toutes ces questions de transition agroécologique ou en fait de transition, mais qui n'est pas forcément très, très, très apparente. Quand Élise a cité la notion de plantationocène comme peut-être un cadrage qui pourrait être intéressant pour vraiment comprendre ce modèle, en fait, qui est à l'origine du capitalisme industriel. Il y a effectivement le modèle en tant qu'espace, en tant qu'outil, etc. Mais ça pose aussi la question du travail agricole, qui est rarement, en fait, évoqué dans ces questions de transition. Voilà, je vais arrêter là parce que sinon…